frappais à des portes, j'envoyais des courriels, j'expliquais mon histoire. Fait que je me suis retrouvée à, oui, puis c'est pas que je veux nommer des noms, mais Monique Jérôme Forgette, Monique Leroux. J'ai eu des beaux échanges. Christiane Germain. J'ai demandé, j'ai dit, aidez-moi à réfléchir à quel est mon next step. Puis j'ai eu de beaux échanges. Puis il y en a quelques-unes qui m'ont dit, là, Nathalie, ta prochaine étape, première dirigeante. Bonsoir Nathalie. Bonsoir, Josée. Trop contente de te recevoir pour ce 50e de Brave. D'accord à toi. Merci. Dans quel état d'esprit arrives-tu ici ce soir? Je suis contente, Marie-Josée, qu'on passe ce temps-là ensemble. Je te remercie. J'étais honorée de cette invitation-là. J'en ai écouté quelques autres. C'est toujours intéressant. Chacune a son histoire. Puis je pense que les gens arrivent à puiser ce qui résonne pour eux. Alors, je me lance avec toi. Super. On va justement se plonger dans ton histoire. Tu es née à Sorel en 1965. Tu as un frère aîné, n'est-ce pas? Classe moyenne. Hein? Ta mère était mère au foyer, mais elle faisait énormément de bénévolat. Hein? Aussi très impliquée dans l'Église, la pastorale. Et ton père travaillait en usine. J'ai compris que ta grande influence est venue principalement de ta mère. Est-ce que tu peux m'en parler et me donner un exemple de quelque chose qui pourrait nous montrer ça? Ma maman, elle a été très inspirante. Quand on avait échangé ensemble, on avait parlé de ça. Ma mère, c'est une femme qui a su s'adapter aussi à Nathalie. Je vais le dire comme ça. Oui, j'ai un frère aîné. Mais ma mère a vu que la formule qu'elle avait utilisée avec le grand frère, ça fonctionnait peut-être pas nécessairement avec la Nathalie. Et puis, elle a décidé de se rapprocher de moi. Puis, qu'ensemble, on trouve la formule parce qu'elle voulait évidemment s'assurer que j'aurais un beau parcours dans ma vie. Puis, elle voulait pas qu'il y ait un dérapage. Alors, elle a créé ce climat-là, cette relation-là entre nous deux. Qui a été marquante, oui. Puis à certains moments charnières de ma vie, elle avait toujours la phrase, le propos qui me faisait réfléchir. Fait que j'étais en accueil aussi parce qu'elle a créé cette connexion-là. As-tu un moment, un exemple précis pour nous? J'en ai, entre autres, quand j'étais jeune et qu'on m'avait approché pour faire du mannequinat, puis là, moi, je trouvais ça attirant, puis, et là, ma mère m'avait dit non. Alors, elle m'a dit non, Nathalie. Elle dit, tu n'as pas 18 ans, de toute façon, et je veux que tu mises ta vie sur ton intelligence et non pas sur ta beauté. La beauté, c'est éphémère. Tu as la chance d'être intelligente. Alors, si tu veux justement donne-toi la chance de développer ce côté-là. Puis sois dans l'accueil de tout ce que la vie a à t'offrir, mais non. Alors, mais en même temps, de part à cet âge-là, on avait déjà créé cette relation-là, fait que je n'étais plus la rebelle là, que j'avais été un peu plus jeune. Donc, j'étais en accueil quand même des propos de la maman qui avait un gros bon sens. Puis, je savais qu'elle voulait mon bonheur, qu'elle voulait le bien pour moi. Donc, oui, quand même, je l'avais accepté. Puis, comment elle a réussi à faire ça? Comment elle a réussi à te convaincre qu'elle était là pour ton bonheur? Parce que je comprends qu'elle a évolué. Hein? C'est ça que tu as dit au début. Donc, comment tu as observé ça, toi, jeune fille, chez ta mère? Ça s'est manifesté comment? J'avais eu un épisode un peu plus jeune, puis ce qui était beau, c'est qu'à travers cet épisode-là, où justement il y avait un risque de dérapage dans ma vie, elle s'est assise avec moi, puis la façon qu'elle a abordé toute la problématique, c'était de m'impliquer avec elle, qu'on fasse équipe face à cette problématique-là qu'il fallait passer à travers. Puis je me rappelle à l'écouter et à la voir si impliquée avec moi, il y a eu un déclencheur à ce moment-là. Et j'ai vraiment vu que oui, elle voulait mon bonheur,
puis que j'étais mieux de suivre le parcours qu'elle me proposait pour, oui, arriver à, même s'il y avait des moments de sacrifice par rapport à ce que j'aurais voulu faire, j'ai été en accueil, mais tout est dans la communication. Elle a su me l'expliquer, Marie-Josée, elle a su m'écouter, et puis... Elle a établi un lien de confiance. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis je remarque dans ta carrière que tu te pousses toujours, hein? Tu repousses toujours tes limites. Comment ça s'exprimait, ça, toute jeune? Je disais à ma maman, dans ma famille, moi j'ai hâte d'être grande. Enfant, je trouvais que j'avais un sentiment de perte de temps. J'avais hâte de passer à autre chose, de vivre des grandes choses. Alors, et aussi, je me voyais quand j'ai fait du sport jeune, du sport élite, dans ma polyvalente, j'étais à l'école publique. Encore là, je poussais toujours les limites. C'était quoi le sport? J'en aux Olympiques, alors que je me préparais pour la prochaine saison. C'est du basketball élite dans la Ligue provinciale. Et je me rappelle, ma mère me regardait, puis elle était découragée de voir à quel point je m'entraînais. C'était un peu excessif, mais oui, j'ai toujours voulu pousser mes limites, j'ai toujours voulu me développer, j'ai toujours voulu grandir. C'est moi. J'ai réalisé que je dois toujours me développer. Je me suis lancée dans le vide dans ma vie, dans ma carrière, alors que j'avais toute une situation confortable. J'ai besoin de me lancer dans le vide pour me développer. Quand je suis rendue trop confortable, non, faut que je me développe, faut que je grandisse. Alors, je pense que c'est ce vide-là que tu décris de l'enfance à l'enfant qui a hâte d'être grande. C'est pour aller vivre d'autres expériences qui étaient pour me nourrir. Aujourd'hui, je l'explique comme ça, là. Est-ce qu'on est trop philosophique? T'as été servie. Je pense que les gens nous suivent. Moi, j'ai l'impression. C'était quoi ta vision, justement? T'avais hâte d'être grande, là, mais pour faire quoi? Ça a été... c'est une autre belle question. Ça a été assez... je changeais toujours d'intérêt. Alors, j'ai voulu être psychologue. Plus jeune, je voulais être une hôtesse de l'air. Après ça... mais c'est vraiment quand je suis arrivée au cégep que, justement, je me dis là, je dois me brancher sur une profession pour aller à l'université et faire mes choix. Et là, par des tests psychométriques, il y a un profil qui est ressorti qui était assez déterminant. Donc, c'était la gestion, les relations de travail, le management. Donc, ça devenait facile de postuler à HEC, puis où il y avait un tronc commun, justement, qui nous permettait de faire un choix éclairé. Alors, je me suis lancée, puis... Puis, à un moment donné, tu as choisi la comptabilité. Fait que c'est quoi qui a fait le déclic? C'est parce que c'était le chemin le plus difficile. Comme au cégep, j'avais fait sciences santé pure, c'était le chemin le plus difficile. Ensuite, CPA, ça va être le chemin le plus difficile, puis j'avais encore plus de portes ouvertes. Fait que c'était oui, non pas que ce soit difficile pour que ce soit difficile, mais c'était pour avoir le plus de portes ouvertes. Puis j'aimais apprendre, j'aimais que ça... Oui, là, je t'écoute, là, puis je me dis, quand est-ce qu'elle s'amuse, Nathalie? Tu sais, je suis comme essoufflée, là. Est-ce que tu t'es amusée à un moment donné, puis peux-tu nous décrire? Mais oui. La fête. Je m'amusais quand je faisais du sport. J'aimais ça, ce lien-là entre l'équipe. On gagne ensemble, on perd ensemble. Je le dis d'ailleurs à mes équipes à IMA Québec. Alors oui, le plaisir de vivre, le plaisir de voir la vie passer, le bonheur d'être avec les gens qu'on aime. Les bons soupes au resto. Oui, mais là, tu parles comme une adulte, là. Mais ramène-moi 18 ans, 19 ans, 20 ans. On faisait la fête, là. Okay. Oui, on faisait la fête. Rassure-moi! On faisait la fête, bien sûr. Oui, on a fait la fête, on s'est amusés. Oui, tout à fait. Je me suis mariée jeune quand même, mais quand même. À quel âge j'en ai profité. Le temps de mon bac, là, et sur la musique de U2, là, on s'amusait follement. Là, à quel âge t'es-tu mariée? Dans le premier mariage, j'avais 22 ans. OK. Oui, c'était jeune. Est-ce que c'était quelqu'un de Sorel, quelqu'un de Montréal? Non, c'était mon stagiaire d'enseignement au HEC. Alors... OK. Voilà. Elle s'est vraiment amusée, finalement, à l'université. Là, on en a la preuve.
Phew! L'honneur est sauf. OK. Donc, oui, mais tu étais quand même sérieuse, hein? Ah oui, Hein? oui, focus. Hein? T'es focus, Ah oui. absolument. Absolument. Et tu étais en amour. Puis là, t'as 22 ans. Puis ça dure combien d'années, ce mariage-là? Ça dure 8 ans. 8 ans. Et après, j'ai un besoin de liberté. Je l'explique comme ça. Je ne blâmerai pas la personne avec qui j'étais. Une quête de liberté. J'avais justement tout fait en séquence, les études. Et là, non, c'est ça, j'avais ce besoin de liberté. Oui. Vivre ma vie à moi. Oui. Alors, je n'avais pas d'enfant, donc c'est Ouais. sûr qu'une séparation sans enfant, c'est toujours plus facile. Et puis, c'était l'âge, 28 ans, là, 29 ans. Oui, mais tu devais être dans les premières à divorcer. Moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui se divorçaient à ce moment-là. Là. Tant que ça, à cet âge-là, autour de toi. Mais Là, surtout ça devait... dans ma famille. Ouais. Dans ma famille, non, tous mes cousins, cousines, non, ça n'existait pas. Mais encore là, j'ai eu des parents d'amour qui ont accepté Nathalie, qui avait son envie de faire autrement. C'est une chance, hein, c'est une chance. Et, alors, je n'ai jamais eu de blâme. On m'a accueilli, on a écouté mes histoires, mes envies, mes ambitions. C'est grand, hein, l'écoute, c'est très précieux. Ouais. Après ton université, tu vas travailler en cabinet. Oui. Chez KPMG pendant 2 ans et demi. Comment ça s'est passé? La première année, terrible. Et après, beaucoup mieux, beaucoup mieux. La première année, terrible parce que je les regardais tous et je n'avais pas le goût d'être eux. Et ce n'était pas par manque de respect. C'est juste que je ne m'identifiais pas aux gens dans le cabinet, mais vraiment pas. Et je me rappelle, après 1 an, je l'ai dit à l'associé qui m'a revu pour une évaluation et un échange. Je dis, écoutez, moi, je ne ferai pas ma vie ici, là. Je vous le dis tout de suite, je ne m'identifie pas. J'aurai besoin d'aller voir ailleurs. Je vais terminer mon stage parce que je veux mon titre, mais après... Et la deuxième année, il y a tout un groupe, parce qu'il y a une fusion de 2 cabinets, puis tout un groupe que je trouvais beaucoup plus moderne. C'est-tu c'est Non, c'était Thibault Marchand avec Thorne Riddle. Alors, ça fait longtemps. Ah oui, c'est ça. Alors, donc, et là, un groupe est arrivé tellement plus moderne, avec qui je m'identifiais beaucoup plus. Alors, là, j'ai connecté avec ces gens-là. J'ai même fait des conférences sur le campus avec un des associés parce que là, je sais pas, je trouvais ça plus enlevant, plus agréable. J'ai commencé à être en charge de petites missions et j'aime être en charge. Alors, ça, j'ai commencé à aimer davantage mon travail. Est-ce que tu es allée au-delà du stage, dans le fond? 6 mois de plus. OK, 6 mois, donc c'est 2 ans. Parce que justement, c'est un client de la firme où je me suis retrouvée. Alors, je leur avais dit, si vous voyez des opportunités... Peux-tu nous ramener après 1 an, là, tu vas voir un associé puis tu lui dis ça, tu es toute jeune. Oui, comment ça se passe? Ça se passe, comment je vous dirais, j'ai pas eu beaucoup d'empathie, là. Ça se passe qu'il m'écoute, mais il me souhaite bonne chance pour la 2e année en espérant que je vais trouver finalement ma voie au sein du cabinet, mais... Et moi, après, je me dis, je dois terminer, je dois faire mon 2 ans, là. Alors... Est-ce que ça t'a aidé ou ça t'a nui de dire ça? Ah, moi, ça m'a fait du bien. Ça t'a fait du bien. Puis mais je trouvais que je me respectais, là, parce que Ouais. je voulais pas faire comme si c'était parfait. Ouais. Je me rappelle que je suis sortie de son bureau, puis je me suis dit, mais quelle audace j'ai eue d'aller dire ça. Mais en même temps, j'avais besoin de le dire, sinon ça aurait été aucunement authentique, là. ça t'a libéré? Moi, ça m'a libérée. Ma question, c'est est-ce que ça t'a nuit après? Est-ce que tu as senti... Pas vraiment. Non? Pas vraiment. Tant mieux. Non. Mais En c'était passant, ça serait pas un conseil. Cabinet, c'est pas là, un conseil que je donne, là. Hein? Non, mais ta Parce que question est pertinente. C'est ça d'être brave, entre autres. Ouais. C'est d'être intègre. Ouais. C'est très important, donc... Mais j'étais juste curieuse de savoir si tu avais vécu l'enfer. Le nouveau groupe est arrivé avec oui. qui j'ai connecté. Fait que Okay. ça l'a aidé. Peut-être que ça aurait été différent si le Ouais. nouveau groupe n'était pas arrivé. Parce qu'il y a tellement de jeunes personnes qui commencent dans un emploi tout de suite après l'université, puis ils sont déçus, puis ils savent pas comment gérer ça.
Comme employeur aujourd'hui, c'est quoi ton regard sur cet épisode-là comme employeur? Comme employeur, ben moi, j'encourage les gens à le dire parce que en s'exprimant, peut-être que si celui qui reçoit ce message-là est empathique, il trouvera peut-être des pistes pour aider la personne à réfléchir à un autre parcours, une modification dans son parcours. Mais c'est de l'écoute, puis c'est de l'empathie. Moi, ce que j'ai pas eu là, de l'associé en question. On est ailleurs, là, complètement ailleurs. Ouais. Puis à 24 ans, tu fais, donc, tout de suite après ça, tu fais une rencontre professionnelle ou des rencontres professionnelles qui vont t'amener dans un emploi qui va évoluer, dans lequel, donc, tu vas rester 17 ans. Ouais. Comment cette rencontre-là a-t-elle eu lieu? Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as su que c'était la bonne place? J'ai eu de belles entrevues. On m'a dit, je me rappelle à ce moment-là, c'était pour la firme de publicité BCP. Alors, l'associé du cabinet avec qui j'avais une belle connexion m'a dit, Nathalie, j'ai un client. Ça fait 6 contrôleurs en 6 ans qu'ils ont. Alors là, il faut trouver la bonne personne et je te vois là. En fonction de qui tu es, tu devrais au moins aller à l'entrevue puis voir, je vois le match. C'était quelqu'un que je respectais beaucoup. Alors, je suis allée et toute l'étape de l'entrevue, ils m'ont dit, là, tu vas passer, Nathalie, un test psychométrique. J'ai 24 ans, un test psychométrique. Je me rappelle, j'ai réagi. Je dis, mais vous voulez voir quoi, là? Alors, je trouvais ça assez curieux. Mais qu'importe, je suis embarquée dans le processus et j'ai découvert de belles personnes. Je me sentais bien. Puis je me rappelle leur avoir dit, moi, dans 2 ans, il faut que ça allait évoluer parce que vous savez, moi, je peux pas faire la même chose dans 2 ans que quand je vais entrer. Là. Je disais ça, j'avais 24 ans. Là. Mais j'ai été là 17 ans parce qu'ils m'ont nourri. J'ai un développement professionnel extraordinaire chez BCP et ensuite chez Publicis. Ils m'ont nourri, je levais la main, tantôt c'était eux, j'en avais pour grandir, pour me développer avec Toronto, Paris. J'ai vécu une expérience extraordinaire avec des gens extraordinaires. Et ça, il y a un bout que je dis toujours que c'est de la chance. Oui, c'est nous qui contribuons à faire ce qu'on fait, ce qu'on apporte dans les organisations, mais il y a aussi ce beau match-là qui fait en sorte que tu es bien puis que tu te développes. Mais ce que je retiens aussi, c'est que quand tu étais chez KPMG, tu t'es exprimé. Aussi, oui. Puis, il y a quelqu'un, à un moment donné, qui a dit « Je te vois, là ». Donc, tu as été toi-même, tu sais. Puis, quand tu es arrivé chez BCP, tu as dit « Moi, je veux bouger dans 2 ans ». Donc, s'exprimer, c'est... Je pense que c'est gagnant, oui. Quand tu repenses à ces années-là, parce que là, tu as été aussi pendant 9 ans, à la fin de ces années-là, ces 17 ans-là, tu étais chef de la direction financière pour le Canada, évidemment incluant le Québec. C'est quoi les plus beaux moments que tu as vécus au sein de Publicis? Les plus beaux moments que j'ai vécus, c'est d'embarquer dans le rêve de notre nouvelle équipe à Toronto qui venait de joindre. Et c'est à ce moment-là que j'ai levé la main pour quitter pour Toronto. J'ai été là 4 ans à temps complet parce que c'était un nouveau groupe qui se joignait à une équipe. Nous avions fait une acquisition et c'était plus ce que j'appellerais le old school advertising agency. Et là, on avait l'équipe, la nouvelle, qui arrivait avec toute son énergie, sa créativité, un peu de folie. Et il y avait de très grandes ambitions. Et on a vécu cet envol-là. En 1 an, on a gagné le compte de Microsoft, CIBC. C'était Kia. Tout ça s'enchaînait. On devait déménager dans des bureaux, un peu le warehouse, quand on commençait dans les espaces ouverts. C'était une frénésie. On ne faisait que gagner, gagner, gagner. Et avec des gens
de belles personnes. Encore là, j'insiste là-dessus parce que le gain, le succès, c'est dans un environnement toxique, tu ne le vis pas bien. Mais j'étais avec des gens que j'ai découverts, on était comme des frères et sœurs. C'était extraordinaire. Et j'apportais la culture quand même du Québec, de notre belle publiciste, des gens qui m'avaient formée aussi, qui m'avaient fait grandir. Mais quelle belle aventure! Puis toi, tu as une fonction de direction financière, mais on sait que des fois, dans une organisation de services professionnels, t'es pas core, comme on dit, là. Tu sais, t'es pas un publicitaire. Mais tu as eu, pendant 17 ans, tu as trouvé ta place pendant 17 ans. C'est quoi le truc que tu donnerais à d'autres chefs de direction financière ou encore à des gens dans des fonctions comme le marketing, par exemple? Bien, je pense qu'il faut être dans un environnement qui nous convient, dans lequel on est bien. Il faut qu'on soit stimulé. Moi, je regardais réfléchir les créatifs, nos gens des groupes conseils et tout, et j'adorais échanger avec eux sur la réalité et nos défis, parce que nous avions des défis, évidemment, des défis de communication chez des clients et tout. Donc, être intéressé par ce que fait l'équipe, ça, c'est fondamental. Y prendre plaisir à échanger avec eux. Et après, de faire partie de cette équipe-là. Les autres dirigeants, nous étions 3 à gérer le Canada, les 3 à 4. Les autres disaient, nous, on s'occupe des clients, toi, tu t'occupes du reste, Nat. Alors, et c'était ça. C'était au-delà de la finance, là. Oui. Les studios de production qu'on développait et tout, ça a été des années vraiment très, très belles, très, très belles. Ouais. Puis, à un moment donné, tu acceptes un autre poste quand même. Tu quittes Publicis. Quand je disais tantôt, je me lance dans le vide, oui. C'est que j'avais l'impression que je ne me développais plus. OK. 9 ans. Ça faisait 9 ans. Oui. À la direction financière, on avait fait croître l'organisation de très belle façon. Mais là, c'était rendu trop facile pour moi, honnêtement. J'avais besoin de me lancer dans le vide. Je me disais, oui, je pourrais rester ici. J'avais des conditions extraordinaires. Mais je ne progressais plus, puis j'ai besoin. C'est un besoin en moi. C'est pas pour bien paraître, c'est un besoin. Alors, je me suis dit, là, je suis CFO et il faut que je passe à une autre étape. Alors oui, je visais un poste de COO. Je ne savais pas où, je ne savais pas dans quel secteur. Je me suis mise sur le marché. Je l'avais dit à mes patrons. Ah oui, je leur ai dit en janvier, là, je vais quitter en juin. J'avais même voulu quitter 2 ans avant. Puis Yves Gougou, le président qui est encore actionnaire minoritaire, m'a dit, donne-moi encore 2 ans. Alors, mais après, j'ai dit oui. Là, je quitte en juin. Puis finalement, j'ai juste quitté en août parce qu'on était sur une transaction puis je voulais être là. Alors, mais je me suis lancée et c'était insécurisant, oui, mais j'avais besoin et j'ai été ravie. Je suis arrivée chez Raymond Chabot Grant Thornton. J'avais mon poste de COO. J'ai découvert d'autres belles personnes, d'autres grands défis, un tout autre milieu où je devais m'adapter. Je me voyais grandir, là. Je me voyais être dans quelque chose de difficile et de différent et je devais m'adapter et ça a été extraordinaire. La firme est en pleine transformation. On devait appliquer son plan stratégique. Ça a été des années encore là extraordinaires. Avec Emilio. Oui. Imberiglio. Je me souviens de lui, un homme vraiment dynamique, sympathique. Tout à fait. Tu as dit le mot transformation. Qu'est-ce que ça veut dire, Nathalie? Il me semble que c'est fourre-tout comme mot. C'est vrai. Qu'est-ce que ça voulait dire à ce moment-là? C'était quoi la transformation? Eux, dans ce temps-là, c'est que, sans vous dévoiler de secret, là, la firme, elle était gérée en 8 régions, complètement en silo. Oui. Alors, ils voulaient évoluer. Donc, il fallait regrouper les services. C'était une première chose. Ils voulaient également faire évoluer le contrat de la convention entre associés. Alors, c'était des changements majeurs. Okay. Qu'il fallait vendre. Alors, créer un centre de services partagés pour l'ensemble de la firme, alors qu'ils avaient tous fonctionné en silo. Alors, il fallait vendre, il fallait persuader. Et je cherchais toujours de quelle façon on était pour y arriver.
Puis on a eu comme 1 an et demi et après, c'était voté à l'Assemblée annuelle des associés. Puis la victoire, le sentiment de victoire, quand on a réussi, on était très fiers. Mais il y a eu des périodes plus difficiles, c'est sûr, où il y avait des périodes où non, les associés n'étaient pas prêts, il leur fallait vendre, persuader d'une autre façon. Alors, ça a été fascinant. Des défis, mais fascinants. Comment tu procèdes quand vient le temps de convaincre des gens qui sont rébarbatifs? Je cherche la formule parce que, justement, faut comprendre que quand on est COO dans une firme, à ce moment-là, en tout cas, nous n'étions pas associés. Alors, on doit convaincre des associés, dans notre statut non-associé, de ce qu'on doit faire. Puis c'est sûr que j'étais en union avec Emilio pour réussir ça, mais quand même, ça reste une firme. Ceux qui connaissent les firmes professionnelles, il y a quand même des défis importants. Sauf que je me suis dit, il faut que je trouve la formule, il faut que je me fasse accompagner d'un associé de la firme qui le fait pour nos clients. Alors, je suis allée voir un des associés. Je dis, Pierre, c'est ce que tu vends chez nos clients. Fait que toi et moi, on va faire équipe. Puis, on va vendre notre projet dans notre firme. Puis, on décidera à quel moment, quel bout tu prends dans ce qu'on présente, dans ce qu'on développe. Je suis en charge de ce mandat-là, mais j'ai besoin de ton aide parce qu'il faut le vendre, il faut y arriver. Puis, on décidera, comme je disais tantôt, ce que tu prends, ce que je prends, puis on y est arrivé. Mais sans cet associé-là, ça aurait été plus long, puis j'aurais peut-être pas réussi. Je pense qu'il fallait que je trouve la formule. J'étais respectée dans l'organisation, assurément, beaucoup, mais je me disais... Puis en plus, il apportait un know-how que j'avais même pas, là. Moi, oui, j'en avais fait de la transformation à Publicis, mais c'était pas de cette nature-là. Alors quand même, je me disais... Puis tu venais d'arriver en plus, Nathalie. Tu as été là 2 ans seulement. Seulement 2 ans. Oui, parce que il est arrivé quelque chose à un moment donné. Bien, Publicis est revenu, frappé à la porte, même après moins d'1 an. Je ne voulais pas. Je m'étais engagée auprès de la firme et puis auprès d'Emilio et l'équipe. Et je leur ai dit, tant que moi, le projet n'a pas été... voté, là? Voté. Puis je savais que c'était 1 an et demi après. J'ai dit non. Mais ils ont été très, très tenaces. Et donc, après que j'ai vendu mon projet, ils sont revenus à la charge pour m'offrir un poste à New York, qui est un poste qu'on ne peut pas refuser. C'était de la direction financière encore, je Non, c'est COO North America. Donc chef des opérations North America. Amérique du Nord. C'est quand même énorme. Ouais. Mais parle-moi, comment tu as vécu ce moment-là là, où tu as une offre irrésistible, mais d'un autre côté, tu as vraiment une décision déchirante à faire. Parle-moi de comment tu te sentais puis comment tu as géré ça. Bien, c'est sûr, quand j'ai refusé, quand j'ai eu quelques relances, j'aurais pas été bien. Oui, je la voyais, la belle opportunité, là, puis c'était d'aller travailler avec un ex-collègue du Canada aussi. Alors, on avait déjà la chimie qu'on avait créée à Toronto. Donc, je savais que c'était mais par rapport à mon engagement, je me disais, non, je veux vivre aussi cette expérience-là que j'ai choisi de vivre. C'était pas dans mon Publicis confortable où tout le monde me connaît, il me respecte. Non, j'avais besoin d'aller vivre ailleurs par moi-même, puis me prouver. Alors, je voulais vivre mon expérience à RCGT et, comme je disais, livrer le fameux mandat. Alors, j'étais intraitable au début. C'était pas trop déchirant. J'étais assez intraitable. C'est l'autre. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'était déchirant par rapport à Emilio. Non? Ah, énormément. Bon, comment te... C'est épouvantable, bien non, c'est OK, ça. Puis là, tu dois avoir hésité, je sais pas. Comment le processus dans ta tête, comment tu as géré? Bien, je voyais la belle opportunité qui m'était offerte. Je me disais, je ne peux pas passer à côté de ça. Oui, ça va être déchirant parce que j'aurais aimé implanter le beau plan qu'on a vendu. Oui, j'aurais souhaité l'implanter. Mais en même temps, je me disais, l'offre, elle est là. Puis, alors, j'étais déchirée. J'étais malade tout le week-end avant de l'annoncer à Emilio. Je savais que ça serait difficile.
Mais en même temps, il l'a pas compris sur le coup. On est encore amis aujourd'hui, ça va. Mais ça a été difficile. Ça a été difficile parce que on était vraiment, vraiment, vraiment une superbe équipe. Il n'y a pas le doute qui t'a habité à ce moment-là. Tu n'avais pas de doute, tu étais claire, là. Ah oui, j'étais claire. Mm-hmm. Oui, j'étais claire. Je lui ai offert de trouver ma successeur. J'ai dit, je sais ce que ça prend, là. Je vais travailler avec toi. Je vais être dans le processus de recrutement. Je te donne 3 mois. Mais ça a été difficile. Ça a été difficile, ouais. Ouais. Je me demande aussi, à travers ces années-là, tu as travaillé beaucoup avec des hommes, dans le fond, hein? Oui. C'était beaucoup d'hommes. Oui, hein? oui. Est-ce qu'il y a eu des rencontres marquantes, des gens qui t'ont vraiment influencé? Je vais retourner en arrière, Marie-Josée, si tu me permets, parce que j'ai eu un mentor quand je suis arrivée à BCP. C'était le vice-président finance et moi, j'étais la contrôleur avec mes 24 ans. Et c'était Jean Parizeau. Jean, c'était un sage et c'était quelqu'un qui avait un regard sur la vie, qui était sur la vie et sur les problématiques bien différents de l'école ou de l'éducation avec laquelle moi j'arrivais. À 24 ans, moi, c'est blanc, noir, c'est bien, c'est mal. J'ai grandi comme ça. Et lui, tout était dans les ondes de gris, là. Et c'est pas toujours blanc, c'est pas toujours noir. On pourrait regarder ça comme ça. Cet individu-là, j'ai été une éponge de ce qu'il avait à offrir. J'aimais le regarder, réfléchir, comprendre son cheminement de pensée. Et ça a été pour moi une découverte. Aujourd'hui, je suis quelqu'un d'extrêmement flexible. Je regarde Geneviève. J'aime les différences. J'aime le gris dans les situations. Je suis confortable là-dedans et je lui dois. Je l'aurais peut-être développé par moi-même, mais ça m'aurait pris tellement plus de temps. Jean, il a été marquant dans mon développement, dans ma découverte aussi que c'est beau dans le gris aussi. Et on a besoin de nuances, on a besoin d'accepter les différences. Puis tu avais quelqu'un qui le pratiquait devant toi. Exactement. Hein? Et c'est pour ça que le télétravail, ça a ses limites. C'est vrai. Excuse-moi. C'est vrai. Petit commentaire éditorial, mais c'est vrai, tu le voyais faire ses nuances. Tous les jours. Ben oui. Tous les jours. C'est riche. Oui. On vient à New York, parce que c'est quand même impressionnant, là. Ça devait être rempli de défis, hein, comme poste. Est-ce que c'était une implantation? Comment c'était quoi au juste? Puis je suis curieuse de savoir les défis, parce que quand même, c'est énorme. Puis comment tu les as relevés? Si tu avais à me dire un ou deux défis que tu as vécus. Les défis, ils étaient, grands. Mais le milieu, on était en transformation, mais entre guillemets, je vais le dire, ça semble négatif, mais on subissait les moultes réorganisations de Publicis à ce moment-là. Fait qu'à travers ça, il y a eu des déceptions aussi. Donc, c'était... et le milieu était... je ne veux pas dire toxique, mais... on est habitué au Canada ou au Québec, et je dis même au Canada, je sais pas, j'ai l'impression qu'on se fait plus confiance. Il faut comprendre que je veux pas faire une généralité des États-Unis, mais New York, c'est une jungle. Et pour croître dans une carrière à New York, grandissant dans une jungle, il faut... les gens sont habitués d'être des survivors. Et ils sont jamais dans un climat de confiance. Alors, tu es avec ton équipe exécutive, on s'entraîne ensemble, mais tu sais, de par des conversations que tu as, qu'il y a quelque chose de pas tout à fait authentique dans tout ça. Et ça, pour moi, ça a été... mon défi, ça a été de naviguer, de faire arriver les choses, d'améliorer les opérations et tout, de créer de meilleures connexions entre les différents services et tout, mais je n'ai pas eu de très grands projets.
Il fallait gérer et éviter que ça dérape parce que je veux pas entrer dans trop de détails, mais le climat était pas... ça n'a pas été mes plus belles expériences au travail ces 3 années-là. Et ce n'est rien contre Publicis. C'était un univers en réorgue et autant ça avait été fabuleux au Canada, autant j'ai appris le détachement, j'étais très engagée dans mon travail, je travaillais tout le temps, évidemment, mais j'étais là du lundi au jeudi, je revenais par la suite. Mais je n'ai pas pris racine du tout. J'étais là, je faisais mon boulot. Oui, j'ai créé des liens avec des gens, mais je n'ai pas pris racine dans l'univers. Toi qui t'engages avec tellement de passion et de cœur, est-ce que tu dirais que c'est le moment dans ta carrière où ça a moins été au rendez-vous, dans le fond? Oui, mais j'étais très lucide. Heureusement que j'avais l'expérience, l'âge que j'avais, je pouvais naviguer. Je pouvais naviguer à être quand même productive et ça m'a pas empêché de dormir la nuit. Je naviguais. Je naviguais, mais en étant très lucide de ce que je vivais. Et ce manque d'authenticité-là, alors, dans ce temps-là, on s'investit moins dans les relations. On fait ce qu'on a à faire. Fait qu'on prend une approche différente. Alors... Puis, il se passait quoi dans ta vie privée à ce moment-là? Tu sais, ta vie personnelle, on l'a un peu mis de côté, là. On peut revenir un peu. Tu peux peut-être nous résumer, là, sans rentrer dans les détails. Alors, mon chéri qui est ici aujourd'hui, ce soir, justement, quand c'était le temps d'aller à New York, parce que moi, mon entente à New York, c'était que François, mon époux, est médecin. Il avait sa carrière ici. Alors, moi, je leur ai dit, c'est sûr que c'est un peu selon mes conditions. Ils étaient tellement venus pour me convaincre d'y aller. Alors, c'est sûr que j'ai dit du lundi au vendredi, je suis à New York. Je reviens tous les week-ends. Alors, du lundi au jeudi, j'étais à New York et nous partagions le souper en FaceTime, François et moi. Mais en même temps, j'ai eu la chance encore là d'avoir un conjoint qui me dit « Vas-y, vis ton expérience, vis-la en pensant à moi, à mon bien-être. » Je l'en remercie. En te donnant la liberté dont tu as besoin. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que c'est lui qui t'a influencé à passer du domaine des affaires au domaine de la santé? Quand même, non. Mais en même temps, je trouve ça chouette qu'on se retrouve aujourd'hui à échanger sur certaines choses, tout à fait. Mais c'est les hasards de la vie qui m'ont amenée Raconte. Raconte comment ça s'est passé. Alors, quand je suis revenue de New York, je m'étais donné 3 objectifs. Un boulot pour redonner. Je souhaitais redonner. Je trouvais que j'avais reçu beaucoup dans ma carrière. J'avais ce désir-là de redonner et de m'investir. Je me disais 2 conseils d'administration, un bon job pour redonner. Je sais pas où, je sais pas ce que je vais faire, mais... Et là, j'ai échangé avec des dames. J'ai des dames, des contacts. Je frappais à des portes, j'envoyais des courriels, j'expliquais mon histoire. Fait que je me suis retrouvée puis c'est pas que je veux nommer des noms, mais Monique Jérôme Forgette, Monique Leroux. J'ai eu des beaux échanges. Christiane Germain. J'ai demandé, j'ai dit, aidez-moi à réfléchir à quel est mon next step. Puis j'ai eu de beaux échanges. Puis il y en a quelques-unes qui m'ont dit, là, Nathalie, ta prochaine étape, première dirigeante. Puis moi, j'avais jamais pensé à ça. Honnêtement. Je revenais dans ma tête à moi, c'était pour être CEO à quelque part. Je m'étais plutôt vue comme une bonne numéro 2. Et à 2 reprises, je me suis fait dire ça de dames que je respectais. Alors, je me suis dit, peut-être. Et là, via chasseur de tête, le job de Emma Québec, présidente, chef de la direction de Emma Québec. Mais là, Emma Québec, je suis allée lire là-dessus parce que moi, j'ai passé pas tant de temps que ça au Québec, durant ma carrière, je veux dire. Alors, je me suis dit, j'ai lu là-dessus et j'ai été en admiration devant la mission, ce que ça faisait. Alors, j'ai dit, je vais vivre le processus, on verra ce qui arrive.
j'étais très lucide et consciente que je n'avais pas de bagage en santé. Mais je me suis dit, je me lance. Je me lance, il y a quelque chose à se passer là, ça va se passer. Et voilà. Combien de temps ça a duré, cette période-là de rencontres? Très courte. Ah oui? Très courte. Je pense que la situation était particulière aussi dans ce qui se vivait à Emma Québec. Alors, ça a été très court. Qu'est-ce qui se vivait à ce moment-là? C'était-tu public? Beaucoup d'instabilité. Beaucoup d'instabilité à ce moment-là? Oui. OK. Alors, je dirais que ça a pris à peu près 1 mois et demi, 2 mois, pas plus. Est-ce que tu es là depuis 2019, peut-être? Oui, début 2019. Début 2019, OK. Là, tu connais pas grand-chose, justement, tu vas lire, etc. Mais qu'est-ce que tu fais d'autre pour t'assurer d'être crédible dans ce milieu-là qui est vraiment différent? Là? Puis là, en plus, t'es première dirigeante. Oui. Le défi était grand. Je suis arrivée à Emma Québec et je me revois dans la cafétéria en parlant avec les employés. Je suis remplie d'humilité. Je leur dis que je leur ai dit que je voulais les rassurer, que j'ai l'humilité de savoir ce que je ne sais pas et que je ne prendrai jamais de décision à l'aveugle et que je m'assurerai toujours de comprendre et d'aller chercher l'information auprès de mon équipe exécutive. Et déjà là, j'avais une équipe exécutive très complémentaire dans leurs expertises, qu'on m'avait dit assez solide. Alors, et là, j'ai aussi voulu créer une belle union dans cette équipe exécutive-là qui représente un défi. Il y avait quelque chose de cassé. Alors, c'était de regarder tout ce qui ne fonctionnait pas, mais aussi, j'ai été extrêmement boulimique parce que j'ai toujours cru qu'on ne peut pas être crédible si on ne comprend pas. Alors, boulimique de lecture, comme j'ai dû travailler 100 heures semaine pendant des mois et des mois. J'ai une grande capacité de travail. Mais j'avais la belle curiosité. Pour moi, c'était intéressant. J'apprenais, je questionnais, l'activité scientifique et tout. Alors, ça fera pas de moi un médecin, ça n'a jamais fait de moi rien de tout ça, c'est pas ça. Mais j'ai senti que, peut-être en l'espace de quelques mois, voire une année, j'avais établi une crédibilité, entre autres, dans ma capacité à bien gérer notre conseil d'administration. Bien gérer, c'est pas bien gérer un conseil d'administration, mais de créer une relation très authentique et transparente avec un conseil d'administration qui faisait en sorte que l'équipe de direction avait un mieux-être aussi. Parce que quand on présente des projets, on a beau avoir une belle vision et tout, si au conseil, tout s'arrête... Alors, je pense que ça, j'établis ma crédibilité assez bien. L'union dans l'équipe, la relation avec chacun d'eux, dans l'authenticité, l'intérêt, la curiosité, le goût d'apprendre. Oui, je pense que ça a été une bonne formule. Et j'ai un attachement à Emma Québec. Je suis tombée en amour avec Emma Québec. Et ça a été senti aussi. Je veux qu'on fasse le bien. Chaque fois, je dis les décisions qu'on prend, c'est pour le bien d'Emma Québec, c'est pas pour des égos. Alors, voilà. Longue réponse. Hein. Puis là, t'avais de la transformation à faire encore. Oui. Est-ce que tu as terminé? Non. C'est ça, ça n'arrête pas? Non. Alors, non. Emma Québec, c'est un grand défi de transformation qui avait débuté avant que j'arrive en termes entre autres, à tout le moins, le concept, les stratégies, mais on se donnait pas les moyens de l'exécuter. Alors, les concepts, ça reste sur les tablettes, même si ce sont les meilleures idées, ça ne provoque pas une transformation. Il y avait aussi, entre le départ de la fondatrice de Emma Québec, qui a quitté en 2011, et mon arrivée en 2019, il y a eu beaucoup d'instabilité dans la direction, ce qui n'a pas aidé à l'entretenir, la belle Emma Québec, pour s'assurer qu'elle est toujours à niveau. Donc, nous, mon équipe et moi, quand on est arrivés, on a eu un sentiment de course contre la montre et on doit transformer Emma Québec, on doit la mettre au goût du jour pour justement sécuriser sa pérennité.
Alors, il y avait de nouvelles expertises qu'il fallait amener et on est encore dans cette transformation-là parce que, encore là, c'est un milieu niché. On a des laboratoires qui transforment, qui doivent toujours être à l'affût des nouveautés technologiques. Alors, c'est sans cesse des questionnements, mais c'est intéressant. On met des programmes en place qui vont amener du mieux-être qu'on espère, autant pour nos employés que l'opération. Alors, mais c'est un grand projet de transformation qui est loin d'être terminé. Je dis toujours à mon équipe exécutive, là, je veux vous signer pour un autre 5 ans, là, s'il vous plaît. Là. Alors, voilà. C'est une organisation quand même spéciale. Elle est née d'une crise horrible, le scandale du sang contaminé. Évidemment, qui n'a rien à voir avec Emma Québec, là, qui s'est né après ça. Ouais. Et par ailleurs, vous avez des gens c'est des hommes et des femmes qui fournissent les produits qui sont essentiels à la vie des gens qui les reçoivent, les receveurs. Il y a comme une espèce de... Je sais pas comment dire ça, mais une espèce de gravité autour d'Emma Québec. Tu sais, un aspect, là, c'est sérieux, là. Puis c'est important. C'est comme super, c'est de façon supérieure, important. Et je me demande comment on fait pour, avec ce qui s'est passé, l'importance à tous les jours du travail que vous faites, de garder une certaine légèreté dans le travail. J'ai l'impression que c'est vraiment sérieux comme organisation. Vous pouvez pas en rater une. Puis par ailleurs, à tous les jours, il faut quand même que vous respiriez, que vous ayez un peu de plaisir, que ça soit... Tu sais, comment vous jonglez avec ça? Alors, quelle belle question. Mais on arrive à avoir du plaisir, Marie-Josée, je te le confirme. Mais après avoir confirmé que t'es 1000 donneurs ouais. cette journée-là, tu sais, je veux dire, c'est fou, là. Oui. C'est sûr que c'est une grande mission. Et les défis, tu les as très bien décrits. Nous, notre approvisionnement, il se situe chez les humains qui doivent venir donner à Emma Québec gratuitement. Alors, donner de leur temps, de leurs produits biologiques. Et si on n'a pas de donneurs, on n'a pas de produits pour les centres hospitaliers. C'est assez particulier comme modèle d'affaires, on va le dire. C'est ça. Alors, mais tout ça se vit à travers une chaîne d'employés engagés. On a plusieurs secteurs, évidemment, qui travaillent tous en équipe pour relever ces défis-là. Que ce soit le recrutement des donneurs, que ce soit le retour des donneurs, que ce soit comment on va traiter nos donneurs pour que l'expérience soit agréable. Alors, ensuite, les produits arrivent dans nos laboratoires. Nos laboratoires, ils doivent comprendre l'importance. C'est un bijou, là. Le culot de sang, il faut y faire attention. Puis, on parle beaucoup de sang, Emma Québec, mais il y a le lait maternel pour les petits prématurés. On a les tissus humains. Alors, c'est tout. Puis, chaque produit a ses règles de transformation qui sont bien différentes, mais c'est toujours avec un souci de qualité. Parce que nos produits doivent être, comme tu le mentionnais, sans erreur, des produits de qualité. C'est la vie de quelqu'un qui en dépend. Alors, c'est grand, c'est beau, mais l'engagement de nos employés de tous les niveaux hiérarchiques, de tous les secteurs, c'est beau à voir l'engagement. Ils comprennent l'importance de ce qu'ils font. J'ai entendu, à un moment donné, dans un secteur, il manquait d'employés, puis je faisais la tournée des laboratoires pour aller parler aux gens, puis il y en a une, elle avait un cri du cœur, elle me dit « Madame Fagnan, vous savez, on est fatigué, mais je ne peux pas quitter sans m'assurer que tous nos produits vont être envoyés au centre hospitalier. » Mais je voyais l'engagement de cette dame-là qui travaillait dans le secteur de l'expédition, m'exprimer ça avec tellement d'authenticité et d'engagement. Nos infirmières qui s'occupent si bien de nos donneurs pour s'assurer que l'expérience est extraordinaire. Alors, des gens en appro qui vont vouloir négocier la meilleure chose. Alors, c'est un milieu d'une grande complexité. C'est beau de visiter nos laboratoires puis de voir tout ce qui se fait avec le soin, le souci.
Alors, oui, c'est un milieu extraordinaire, mais oui, on réussit à avoir du plaisir, on fête nos victoires, on célèbre nos victoires, mais c'est l'effort d'une équipe, c'est l'effort des expertises. Quand la COVID est arrivée, c'est sûr qu'on s'est tourné vers nos médecins. Non, mais est-ce que c'est transmissible, ce virus-là? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh, mon Dieu. Alors, la COVID, quand est arrivée, j'ai dit aux équipes, on peut pas arrêter, nous. Il faut continuer. Alors, c'est sûr on ressentait une pression, mais on trouvait le moment de le faire ensemble, de prendre nos décisions avec une gouvernance qui tenait la route, qui nous permettait d'avoir un rythme et de prendre les bonnes décisions. Je dis toujours aux équipes, vite et bien, vite et bien. Pas juste vite. On peut pas faire d'erreur. Alors, mais c'est encore là, c'est la force de l'équipe. On se fait confiance. C'est une belle aventure. Y a-t-il quelque chose qui t'empêche de dormir? Y a-t-il quelque chose qui m'empêche de dormir? Ça arrive que je me réveille la nuit. Et je vois qu'on rigole ici, ceux qui me connaissent bien. Je suis une femme à tiroir, ça, je dois le dire. Ça m'aide à bien dormir. Je ferme les tiroirs parce qu'il faut être en forme le lendemain matin. Et si on commence juste à penser aux problèmes, on ne dormira pas. Alors, j'ai une genre de discipline à cet égard-là qui est facile pour moi. Mais cela dit, oui, je me réveille la nuit, je vais penser à un truc et là, je dis non, Nathalie, on referme le tiroir. Mais c'est sûr que je me réveille, ça m'arrive. Puis là, c'est un problème de ci, un problème de ça. Puis des fois, j'ai la solution. Oh, yes! Là, je suis contente. Des fois, c'est dans la douche. Tu t'en souviens plus. Tantôt oui, tantôt. Mais quand c'est relatif à Emma Québec, habituellement, je m'en rappelle. Nathalie, on le sait, hein, maintenant, 60 ans, c'est le nouveau 40 ans. Hein? On est d'accord? Tellement! Bon. Ah! Tellement! Tu vas avoir 60 ans dans peu de temps, dans quelques années. Dans 2 ans. 2 ans. Comment t'envisages ça? Ah, j'aime pas la question. Regarde, c'est ma dernière. Marie-Josée, écoute, je suis remplie d'énergie. Ouais. C'est un cadeau de la vie. J'aime bouger, j'aime grandir, je veux pas penser à ça. Il va falloir que je bouge, que je continue, que je fasse autre chose, si c'est pas à Emma Québec, mais je ne me vois pas arrêter, je saurais pas comment faire. Mais en même temps, la vie va faire qu'il va soit se passer quelque chose, en tout cas, je vais être à l'affût, je vais regarder, je vais trouver mon bonheur. Je vais trouver mon bonheur, je sais pas où, je sais pas comment, parce qu'il faut rester actif et j'en ai besoin. Alors, je pourrais pas courir toute la journée, surtout que les genoux commencent à me donner des problèmes. Alors, mais bref, je sais que j'ai une réponse qui tient pas la route, mais... Non. C'est Je l'aime, ta réponse, moi. Alors, on va passer au questionnaire brave. Oui. Pour terminer, que fais-tu chaque jour pour te donner du courage? Choisir de faire ce que j'aime et ce que j'ai choisi. Alors, c'est facile d'être courageuse. Ouais. Puis c'est quoi être brave pour toi? Prendre les décisions difficiles quand elles s'imposent et dire aussi les choses difficiles qui doivent être dites. Puis qu'est-ce que tu te dis pour t'encourager? Je te dirais que professionnellement, je me dis toujours, je dois prendre les bonnes décisions pour Emma Québec. Et dans ma vie personnelle, un jour à la fois. Et à quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave? Et là, je vais te faire rire. C'est face à des animaux qui me font peur. Non, je ne veux pas développer parce que je vais être trop ridicule pour la salle. Alors, on va changer de sujet. Ah, ça peut être très petit. Oui, ça peut être très petit. Ça peut être très petit, Marie-Josée. On va passer à l'autre question. Quelle personne incarne mieux le courage? Nelson Mandela. Quand je suis allée en Afrique du Sud en vacances, ça m'arrive, j'ai lu justement le livre
A Long Walk to Freedom, pendant que j'étais là. Et je le recommande à tous ceux, si un jour vous allez en Afrique du Sud, de lire ce livre-là pendant que vous êtes là. Ça prend des proportions extraordinaires. C'est... quel homme, oui. Ça, c'est la bravoure par excellence, oui. Puis qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes pour les encourager? Croyez en vous, foncez. Tout est là. Et respectez-vous. Merci, Nathalie. Merci pour ton énergie, ton goût de travailler, hein? Ton goût de vivre, ton goût de foncer, peu importe. Merci. Merci à toi, Marie-Josée.